tous, merci de votre présence. Donc on va prendre 1 ou 2 minutes pour, attendre les dernières personnes. En attendant, est-ce que certains d'entre vous peuvent me signifier par le chat que l'audio est clair et que l'image est claire également, s'il vous plaît? Joël, c'est OK, merci. Super, très bien. Merci pour merci pour les retours. On se donne encore 1 minute, hein, pour attendre des personnes qui peuvent avoir quelques soucis de connexion. Philippe, vous avez un problème? Non, tout va, c'est bon, c'est bon. Tout est bon? D'accord. Alors il y a eu une petite erreur, mais, Philippe, je suis désolé. Certaines personnes d'entre vous sont peut-être dans la mauvaise salle, pour Ah, la conférence de Sonia sur l'inconfort du dirigeant. Donc je vous envoie le lien, sur le chat pour que vous puissiez y participer. Voilà, je m'excuse auprès de Philippe et à tous les participants, mais je mets le lien pour, la conférence de Sonia. Je vous laisse continuer Philippe, hein, je suis désolé. pas de souci, pas de souci. Bon, merci à toutes et à tous. Donc oui, ici, nous sommes bien sur le webinaire sur l'acceptabilité des projets d'énergie, renouvelable, avec un accent, particulier sur, l'évaluation de la sensibilité du territoire. Donc si j'ai bien compris, il se peut qu'il y ait des personnes parmi vous qui ne soient pas à la bonne conférence. Donc, Pablo disait qu'il avait mis le lien, donc je ne sais pas où il l'a mis, qu'il a mis le lien pour l'autre conférence. Bon, en tous les cas, pour les personnes qui sont au bon endroit, beh, on va continuer. Donc, merci à toutes et à tous, hein. Donc, presque une trentaine de personnes à la veille des vacances, et je vous remercie, je vous remercie. Donc aujourd'hui, nous allons, balayer, tout d'abord vos priorités. Ensuite, je vous parlerai de l'acceptabilité des énergies renouvelables, et ensuite comment évaluer rapidement la sensibilité du territoire des habitants, et enfin on identifiera ensemble les leviers pour favoriser l'acceptabilité des projets. Avant toute chose, moi ce qui m'intéresse, pour être sûr que dans la petite heure que nous allons passer ensemble, je sois bien ciblé sur vos préoccupations. Ça m'intéresserait que les unes et les autres, vous décriviez, par le chat, rapidement vos motivations de participer à ce webinaire, quel type de projet, vous suivez, hein, si on est plutôt dans du photovoltaïque, dans de l'éolien, dans de la méthanisation ou hydrogène, voire d'autres projets qui ne sont pas forcément en lien direct avec les énergies, renouvelables. Bien évidemment, ça rentrait dans le détail, hein, gardez votre confidentialité. Donc Joël, c'est le photovoltaïque. Donc est-ce que c'est du photovoltaïque plutôt central au sol, agrivoltaïque, des éléments, de ce domaine-là? Donc n'hésitez pas, hein, bien sûr, ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment donc champ PV au sol, d'accord, PV au sol. Donc n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de Ionella, Joël a répondu déjà. Projet éolien plus PV au sol, hydrogène, d'accord, OK. Ombrière de parking, toiture, OK, éolien. Personne fait de l'agrivoltaïsme là dans l'auditoire?
Parce que je sais que c'est quelque chose qui est en train de démarrer, quelqu'un qui est en master, d'accord, droit des énergies renouvelables et des ressources naturelles. Oui, tout à fait, ouais. Système PV thermique, oui. Agrivoltaïsme également, oui, d'accord, OK, très bien. Déploiement de solutions smart grid dont intégration du PV, résidentiel. Donc Vincent, je suis développeur commercial en conversion vers les énergies renouvelables, donc techniquement néophyte. Bah, vous êtes au bon endroit, parce qu'on va pas trop parler technique. On va plutôt, parler donc, de d'appréhension, d'approche des territoires dans des projets d'énergie renouvelable, ce qui n'empêche que des questions techniques puissent être évoquées, hein, puisque autour de la table, virtuelle, je vois bien qu'on a des personnes qui sont spécialisées, hein, donc n'hésitez pas de donner, des conseils, de vous donner des conseils entre vous à travers le chat, hein, c'est aussi fait pour ça. Donc profitez vraiment de ce temps de rencontre, échangez entre vous aussi, hein, en parallèle presque de la conférence. Donc on a beaucoup de photovoltaïque, je vois, voilà. D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup, donc là, maintenant, on a le type de projet. Alors est-ce qu'on peut aussi, évoquer les difficultés que les uns et les autres vous rencontrez? Est-ce que c'est de l'acceptabilité, plutôt que je vais appeler, dogmatique, des gens qui sont opposés à l'éolien, par exemple? Ou est-ce que c'est plutôt de l'acceptabilité de voisinage, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt des syndromes NIMBY, OK, d'accord, je vais en parler, très bien. Donc là, c'est le voisinage, hein, c'est des gens qui sont plutôt, pas forcément contents de voir arriver quelque chose à côté de chez eux ou dans leur backyard, comme on dit, voilà. Donc est-ce qu'il y a loi d'accélération des ENR? Oui, donc ça, c'est un grand sujet, cette loi. Je ne sais pas trop où ça en est et je sais qu'il y a eu des allers-retours entre le Sénat, et l'Assemblée. Il y a eu, des amendements déjà, portés à l'Assemblée qui posent question d'ailleurs. Convaincre les pouvoirs locaux, oui, donc on va aussi parler des autres parties prenantes, hein. Il n'y a pas que les citoyens. Donc allez-y, n'hésitez pas, hein, parce que c'est très très intéressant de acceptabilité paysagère. OK, très bien, très bien. Ça, c'est, des éléments importants. Merci. Merci pour partager, ah oui, la perte de l'efficacité du photovoltaïque au cours des années, oui, ça c'est aussi une question qui vient assez régulièrement. On part pour combien de temps et est-ce que ça va être efficace jusqu'au bout? Donc on a vu les différents, projets, donc majoritairement du photovoltaïque, hein, mais bien sûr, ce que je vais dire, ça va s'adresser aussi bien à l'éolien qu'aux autres projets. En termes de problématiques rencontrées, bah, on balaye quand même très large, hein, ce qui est intéressant. On voit bien qu'il y a du problème de voisinage, qu'il y a les pouvoirs locaux. Alors dans les pouvoirs locaux, je pense qu'il y a à la fois les élus, à la fois les services de l'État, la problématique paysagère, la rentabilité des projets, oui, c'est aussi une question qui est posée. Les filières de fabrication des PV et ces débordements. Alors, le terme débordement, dans le cas là, je vois pas à quoi vous faites, allusion. Bref, si vous pouvez préciser. Je vous fais travailler, hein. Ah, terres rares, d'accord. D'accord, débordement, terres rares, d'accord, OK. Ah oui, d'accord, les effets collatéraux de la fabrication du photovoltaïque, d'accord, OK. Efficacité des mini-centrales solaires en Afrique. Bon, mais on a un panel très large, très varié, avec des gens qui sont bien spécialistes de la problématique, hein. Donc je vous le dis, si pendant que je présente, il y a entre vous, vous voulez vous échanger des informations, alors pas rentrer dans la confidentialité de vos projets, mais des informations techniques, n'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça, hein, qu'il y ait un enrichissement, mutuel. Donc je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints là. Bah, écoutez, une belle assemblée là, merci beaucoup. Bah, écoutez, je vais démarrer. N'hésitez pas à continuer à écrire sur le chat des questions, des remarques. C'est fait pour vous, n'hésitez pas. Donc je vais démarrer sur le contexte, bah, que vous connaissez, probablement, mais de temps en temps, c'est bien
le rappeler. Donc on est, sur un paradoxe, hein. Donc j'ai utilisé, un sondage qui a été fait par IFOP. La question, c'est une des questions, hein, qui est du sondage que j'ai prise, hein, c'était de pour chacune des sources d'énergie suivantes, indiquez si vous en avez aujourd'hui une très bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image. C'est 2021. Donc on voit que globalement, les énergies renouvelables ont, une bonne image, hein. Donc ils ont mis en rouge à droite, les totales mauvaises images et à gauche plutôt les totales bonnes images. Donc on voit que les plus mal classés, c'est tout ce qui est charbon, fioul, pétrole, gaz d'origine fossile. À l'époque, le nucléaire, je ne suis pas intimement convaincu que là, on aurait le même résultat actuellement, mais bon, ça fait partie des éléments de l'acceptabilité, en tous les cas. Et donc, on a bien évidemment toutes les autres énergies renouvelables, hydroélectricité, géothermie, gaz renouvelable, photovoltaïque, biocarburant, bois éolien en mer, éolien terrestre, qui sont classés. Globalement, on a quand même des bons scores, hein, alors, qui peuvent être surprenants, hein, puisque l'éolien, par exemple, on a 64%, alors que quand on en parle, c'est quand même plutôt toujours en termes négatifs. Alors pourquoi? Donc à ce contexte, globalement positif en termes, global, on va dire, à l'échelle, en tous les cas, de la France, on peut mettre en perspective ce qu'on va appeler l'appropriation locale, qui est beaucoup plus complexe. Je vous ai fait des extraits de revues de presse, ici. Donc à gauche, un projet photovoltaïque. Donc pourquoi le conseil municipal, donc j'ai enlevé le nom, s'oppose à un projet de centrale photovoltaïque. Ça, c'était le titre de l'article. Donc un avis défavorable de la CDPENAF, pour un projet, PV. Donc ça devait être quelque chose, qui bien évidemment, pouvait avoir un lien avec le monde agricole. Après la société civile, donc la société, XX veut installer un parc de panneaux photovoltaïques sur un terrain privé, une aberration pour un collectif de riverains. Voilà, donc on est bien dans quelque chose qui est entre le NIMBY et puis l'opposition aussi à un peu plus de principe. Donc la méthanisation XXL, donc là pour le coup, c'est des élus qui s'opposent à un projet de grande méthanisation, mais les petits méthaniseurs sont aussi concernés par des oppositions de plus en plus nombreuses, on va dire. Le préfet de Haute-Saône a refusé la demande d'enregistrement d'une importante installation de méthanisation et puis une affiche non aux méthaniseurs. Bon, j'ai pris deux exemples, hein, j'aurais pu faire la même chose avec de l'éolien, j'aurais pu faire la même chose avec de l'agrivoltaïsme, j'aurais pu faire la même chose avec de l'hydroélectricité, de la petite hydroélectricité aussi, même si c'est beaucoup moins fréquent et par définition peut-être moins sensible. Mais enfin, en tous les cas, on est bien dans ce paradoxe, hein. Donc, quand on questionne les gens hors territoire, je vais dire, on est sur une bonne image des ENR et dès qu'on va se rapprocher du territoire, ça va devenir un petit peu plus complexe. C'est pour ça qu'on parle d'une appropriation locale des ENR, à tel point d'ailleurs que l'ancien Premier ministre, Castex, avait saisi le Conseil économique, social et environnemental pour faire une analyse de l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique. Donc là, c'était large, hein, ça ne visait pas, une filière plus qu'une autre, et ils avaient intitulé d'ailleurs dans ce très beau rapport, hein, que vous pouvez, bien sûr télécharger et qui est plein d'informations. Donc, ils avaient intitulé ça «Transition subie, transition choisie, point d'interrogation». Donc le contexte, c'est que le besoin d'accélérer les énergies renouvelables, donc tout à l'heure, quelqu'un faisait, référence à la loi d'accélération des énergies renouvelables. Bah, ce besoin, se heurte à une crispation des parties prenantes, souvent locales, mais pas que, mais en tous les cas, il y a un point d'appui localement. Donc l'acceptabilité, de quoi on parle? Alors je fais une petite parenthèse un peu plus, théorique, enfin une petite, pas une grande théorie, hein. C'est juste pour vous dire que la notion est toujours pas forcément bien définie. On peut l'entendre sous le terme, courant, l'acceptabilité, donc c'est acceptable ou pas acceptable, mais c'est plus un concept qu'une définition absolue. Et j'ai pris une définition d'une sociologue canadienne,
Les Canadiens sont très, très en avance, hein, là-dessus. Il y a vraiment, c'est à la fois, donc il y a des gens qui travaillent dessus, c'est inscrit, pour le ministère de l'Environnement du Québec, c'est inscrit sur leur site, pour les grands projets. Ils doivent obtenir l'acceptabilité, des projets. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que je m'adresse au Canada et plus particulièrement au Québec pour l'acceptabilité, parce que c'est quelque chose de concret, de quotidien, chez eux, quoi, voilà. Donc là, en tous les cas, c'est une définition, celle de Corinne Gendron, selon laquelle l'acceptabilité fait bien appel à une dynamique sociale qui dépasse les points de vue individuels. Donc l'individuel, on est plus dans le syndrome Nimbai, hein, pas dans mon jardin, dans la recherche de l'intérêt collectif autour de valeurs partagées. Alors, bien évidemment, on voit que c'est une définition, qui embrasse beaucoup, beaucoup d'éléments. Moi, ce qui m'intéresse, là-dedans, c'est la notion de dynamique sociale. C'est-à-dire, on est sur quelque chose qui est dynamique, qui n'est pas statique, et du moment qu'on est dans une dynamique, il y a toujours quelque chose à faire. On n'est pas face à un mur, ou à une montagne et qui veut pas bouger. Il y a quelque chose qui peut être fait, pour, faire que l'acceptabilité aille dans un sens ou dans un autre. Mais je suis bien conscient du fait que ça se pilote pas comme une voiture ou quoi que ce soit, hein. C'est quelque chose d'un beaucoup plus subtil et beaucoup plus, complexe, et c'est ce qu'on va découvrir, ensemble, à cette mi-journée. Et aussi, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on est bien dans la balance entre les points de vue individuels et la recherche de l'intérêt collectif, ce qu'on appelle l'intérêt général en France, qui est souvent, brandi, mais qu'on ne sait pas trop dans quel sens il est brandi, si c'est, pour, l'accélération des énergies renouvelables ou pour la préservation, du territoire, du paysage, de tous ces éléments. Voilà. Une autre définition, alors ça, c'est celle que nous, on a construit, avec, l'aide de sociologues de Toulouse cette fois-ci. On n'est plus au Québec, là, on est à Toulouse, avec l'aide du CNRS et de l'ADEME notamment. Ce qui nous a paru intéressant d'essayer de se dire, de quoi on parle? De quoi on parle en termes opérationnels? Sur quoi on peut agir? Où sont les leviers pour faire en sorte qu'un projet soit, bien reçu sur le territoire. Donc l'idée, c'était de se dire, quel est le système auquel, quel est le système auquel on s'adresse. Donc en fait, on s'adresse à un système qui va être constitué de 3 composantes, hein. Alors ce que je vais dire, c'est évident, hein, vous allez voir, c'est tout à fait évident. D'un côté, on a le projet, on a le territoire. Le territoire lui-même peut être subdivisé, dans sa structure, dans son contexte, hein, de comment il fonctionne. Ça, c'est des choses qui sont ancrées dans des décennies, donc pas forcément la partie la plus facile à les faire évoluer, et les parties prenantes. Alors, toutes parties prenantes confondues, hein, c'est quand on parle d'acceptabilité, on est surtout focalisé sur les citoyens, mais on s'aperçoit que ce ne sont pas que les citoyens, ce sont aussi, tous les autres acteurs du territoire, on va le voir, plus tard. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'acceptabilité, c'est la résultante d'une rencontre entre un projet et son territoire. Le territoire est lui-même qualifié par des parties prenantes, dont les perceptions, on parle de perceptions, peuvent évoluer, et qui sont, conditionnées, ces perceptions, par leur culture, oui, leur histoire, mais aussi l'histoire du territoire. Voilà. Donc on est dans un système, et l'idée, c'est de travailler l'appropriation locale en utilisant ces mécanismes. Donc je vous en reparlerai plus forcément dans ces termes, mais en tous les cas, c'est pour vous dire, qu'on est bien sur un système et qu'on peut appliquer, des démarches qui vont, analyser des systèmes, qui vont faire de la conduite de projet. Enfin, l'idée, c'est de ramener auprès de gens qui sont dans l'opérationnel des éléments très concrets de comment on fait pour, faciliter l'acceptabilité ou l'appropriation locale de son projet, d'énergie, renouvelable. Donc, l'autre élément que je voulais porter à votre connaissance, c'est que les choses, évoluent très, très rapidement. Très, très rapidement. Donc il y a Johan qui écrit dans ce sens: «L'acceptabilité inclut la notion de concertation». La concertation est un des outils. Donc oui, on peut bien évidemment rattacher l'acceptabilité, la concertation, mais pas que. On peut, obtenir, l'acceptabilité, ou tout du moins, en tous les cas, plutôt, une appropriation locale, sans forcément passer par la case concertation. C'est pas une obligation, c'est souvent,
heu, ob quasiment, obligé d'activer cet outil, mais qui est pas toujours, forcément le plus pertinent. Alors, qu'est-ce qui est de nouveau, dans l'acceptabilité? Bah, c'est qu'en fin de compte, par rapport au concept que l'on a développé, on s'est aperçu que la résultante, hein, l'appropriation locale d'un projet, c'était, 50-50 en termes de responsabilité, si je peux parler comme ça. Donc, 50-50 entre le projet et le territoire. Donc l'idée, déjà, alors bien sûr, on n'est pas dans des sciences, exactes, hein, on n'est pas dans quelque chose, où on va faire la décimale près là. Peut-être que c'est du 40-60, peut-être que c'est du 45-55 ou peu importe, mais l'idée, ça veut dire que tout ne repose pas sur le territoire. La façon dont un projet va être accepté par un territoire, la façon dont il va y avoir une appropriation locale, tout ne dépend pas du territoire. Le projet est fortement, impliqué, dans cette recherche, dans cette dynamique sociale. Donc, heu, ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement une réaction du territoire au projet, c'est aussi, une participation du projet à la mise en adéquation avec le territoire. Et si vous regardez, le concept qui a été présenté, donc sous forme d'iceberg, on s'aperçoit que le projet, on a 3 grandes parties. Il y a la partie émergée de l'iceberg, qui est le contenu technique, économique, réglementaire, ce sur quoi, les développeurs, travaillent à 99 du temps, hein, parce que s'il y a pas ça, bah, il y a pas de projet. Si on n'est pas capable de structurer le projet, de faire des plans, de le poser sur le foncier, de faire des calculs de rentabilité, tout ça, il y a pas de projet et de respecter la réglementation. Mais en revanche, en termes d'acceptabilité, cette dimension ne va représenter, au maximum qu'un tiers, de ce qui rentre, en ligne de compte dans l'acceptabilité, dans la perception, par le territoire du projet. Les 2 autres tiers, les 2 autres, dimensions sont là où les relations entre le projet, le porteur de projet et le territoire et ce qu'on peut appeler le portage, qui inclut l'ancrage, la gouvernance du projet. Donc on est sur, un appel à la vigilance, pour, vis-à-vis des développeurs, leur dire: «Soyez vigilants, même si vous travaillez bien et vous travaillez bien, sur les dimensions réglementaires, hein, le technique, l'économique, enfin rentabilité, faisabilité technique, économique et réglementaire, vous n'avez fait qu'un tiers du chemin». Et ça, ça se vérifie, quasiment, tout le temps, hein. Les retours terrain que j'ai, c'est que ça se vérifie, tout le temps. Alors ça, c'est une première dimension, c'est une nouvelle dimension de l'acceptabilité, c'est-à-dire, on n'est pas, uniquement sur, il faut, rentrer en concertation, discuter avec le territoire. Il y a, déjà une première élément qui entre en ligne de compte, c'est que le projet lui-même est porteur de la résultante, est porteur du résultat. Voilà, donc ça, c'est vraiment le point, très important. Le deuxième élément que je voulais mettre en avant, c'est que, on a de plus en plus des contestations, spontanées, par rapport au projet, donc qui se structurent. Bon, excusez-moi, là, je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié un S à structuration. Donc on a des organisations très, très rapides qui se font en mode associatif, et qui en plus vont, se coordonner entre elles. Donc ça veut dire qu'on a, quelque chose qui arrive très vite, avec de la coordination, alors soit locale, soit nationale. Par exemple, pour l'éolien, il y a des fédérations, qui sont au niveau national, qui aident les associations locales à se structurer, à s'opposer aux projets, les alimentent en information, voilà, je mettrai pas de qualitatif derrière. Et pour la méthanisation, on arrive, au même, à la même chose. On commence à avoir une organisation, une structuration, une coordination quasiment systématique, quand il y a un projet de méthanisation qui sort, d'oppositions locales qui viennent, s'appuyer sur, le fameux Conseil scientifique national de la méthanisation, raisonnée, qui, va venir, donner des informations, là encore que je ne qualifierai pas, elles existent, voilà, et qui va aider, les oppositions. Donc là, on a vraiment, ces deux éléments sont des éléments qui sont assez récents, et qui complexifient le système, hein.
Ça veut dire que, l'acceptabilité, il ne suffit pas de faire une concertation, pour s'en sortir. Voilà, tout à l'heure, on parlait de concertation ou alors une concertation qui va être obligée de prendre en charge ces nouvelles dimensions et une concertation qu'on peut appeler sincère, qui est entre guillemets «la concertation plus plus» quoi, voilà donc et je vous disais précédemment qu'on n'est pas obligé de passer par la concertation, donc on est dans une nouvelle complexité qui fait que s'aventurer, sur un territoire que l'on ne connaît pas très bien, ça peut être, assez gênant, voilà. Alors, comme nous sommes dans des nouvelles dimensions de l'acceptabilité, les outils classiques, actuellement, utilisés, notamment par les agences de communication, ou autres qui font les fameuses cartographies des parties prenantes, avant l'arrivée du projet, viennent un peu en limite, d'efficacité. Pourquoi? Bah, parce que dès que le projet, sort du bois, c'est le cas de le dire, poum, il y a genèse d'oppositions, qui sont motivées, avec, des motivations différentes et qui vont, complètement, changer la fameuse carte des parties prenantes qui avait été faite. Alors, elle a changé, les gens sont toujours les mêmes, mais les relations entre les parties prenantes vont d'un seul coup être complètement, modifiées, puisque dans les organisations, de contestation, il y a de tout type de personnes, hein, y compris des élus, de plus en plus avec le papy boom, de plus en plus d'ingénieurs, qui rejoignent ces associations. Donc on a vraiment des des, des nouvelles parties prenantes qui se créent, spontanément, qui s'organisent, qui sont, très, très efficaces. Alors, une stratégie dans les nouveautés qui vont avec, une stratégie, qui est quasiment, qui est maintenant quasiment bien installée, dans l'opposition, que je vois apparaître moi depuis 2 ans, hein, à peu près, enfin, quand je dis 2 ans, c'est plus vieux, mais en tous les cas qui est quasiment systématique, ça fait 2 ans que je vois ça. C'est que, dans la structuration des oppositions, notamment à travers de la création d'associations, si elles n'existent pas déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup le territoire est quand même maillé avec beaucoup d'associations, préexistantes. Alors c'est des associations qui sont plutôt thématiques, c'est-à-dire qui sont plutôt pour la préservation d'un paysage, d'un pays ou pour la préservation de la nature et qui vont devenir, des associations qui vont venir apporter leur aide aux opposants, sur un projet. Mais on a les associations qui se créent sont des associations de contestation, d'opposition, de lutte contre un projet. Donc là, on est dans quelque chose de différent, de complémentaire, mais de différent. Et en tous les cas, la stratégie, qui apparaît d'une façon très, très claire, c'est, j'attaque le projet, aussi bien dans sa dimension, technico-économique, hein, donc les nuisances locales, la pertinence. Donc nuisances locales, là j'ai mis des éléments, hein, tout n'est pas c'est pas exhaustif, hein, c'est le projet peut être attaqué sur ces nuisances qu'il va apporter. Alors bien sûr les nuisances, on en a évoqué, certaines tout à l'heure, certaines parlent du paysage, d'autres des ondes, d'autres, du bruit, d'autres du risque d'explosion, ça dépend de quel projet on va le trafic, si on est sur de la méthanisation, enfin voilà, tous ces éléments qui vont être de la nuisance locale. La pertinence, c'est vraiment, une double pertinence, celle de: «Est-ce que ce projet est bien adapté à mon territoire? Et est-ce que ce projet, cette unité de pardon, pas de méthanisation, cette unité de production d'énergie renouvelable, est-ce qu'elle est pertinente dans notre problématique actuelle donc de challenge, contre les changements, de réponse aux changements climatiques», hein? Donc l'éolien est attaqué sur sa raison d'être même, hein. C'est d'une opposition dogmatique. On n'est plus dans du NIMBY là, dans du NIMBY, on est vraiment sur quelque chose. Je m'oppose à la filière industrielle, éolien. La méthanisation, on est de plus en plus là-dedans, c'est-à-dire que, on est en train d'attaquer, pas le méthaniseur, mais on attaque l'agriculture porte ce genre d'outils. Donc c'est plutôt l'agriculture intensive qui est attaquée. Bon, ce qui ne veut rien dire puisqu'il y a bien il y a bien des gens qui sont en agriculture biologique qui font de la méthanisation, mais enfin, en tous les cas, il y a une attaque, à travers la méthanisation du modèle agricole dominant qui est l'agriculture dite, intensive. Donc là, c'est bien la pertinence, pas locale, mais la pertinence, quasiment de la filière qui est attaquée. Tout à l'heure, quelqu'un évoquait, la problématique de l'origine des panneaux photovoltaïques avec, tous les
les dégâts collatéraux, dans les zones d'extraction, des terres rares, des choses comme ça. Donc oui, bien évidemment, il y a ça aussi qui est pris, en ligne de compte, hein. Donc on est vraiment sur une opposition, tout azimut, hein, et pas, uniquement sur, «Ça va faire du bruit, ça va me gêner mon paysage». Ces contestations existent toujours, mais elles viennent se mélanger avec, des contestations de pertinence, hein, je vais les appeler comme ça. Le porteur de projet est attaqué, donc ça, c'est quelque chose aussi, qui est quasi, systématique. Alors il est pas forcément attaqué, il est attaqué en fonction de ce pourquoi il peut être attaqué. Donc, quand c'est un développeur, qui n'est pas du territoire qui arrive, bah, ça va être, l'industrie, électrique, qui veut électrifier les paysages, ruraux, par exemple, ça j'ai déjà vu. Si c'est un agriculteur qui est là depuis plusieurs décennies, pardon, il va pas être attaqué, sur, sa légitimité à être là, mais il va être attaqué sur le fait qu'il n'est pas compétent à gérer, une usine, comme les gens disent, hein. Il passe d'exploitant agricole à directeur d'usine et ça on lui reproche, on pense qu'il va pas être capable de le faire. L'agriculteur ne comprend pas parce que lui, il n'a pas compris qu'il changeait de casquette, et qu'il mettait une nouvelle casquette et il comprend pas pourquoi ses voisins du jour au lendemain ne lui parlent plus ou le maire ne lui parle plus. Enfin, il y a vraiment des 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 tensions, qui se génèrent, très, très fortes. Les partenaires du projet sont eux aussi, attaqués, y compris les élus. Alors les élus, eux, ils le savent très bien. Donc le positionnement des élus maintenant, c'est surtout: on ne prend pas parti, on bouge pas, et on verra bien comment les choses évoluent. Donc là, il y a vraiment un sujet là. Là, il y a un vrai, vrai, vrai sujet pour les développeurs. La première recommandation que je peux faire, c'est surtout, n'allez pas demander aux élus spontanément de prendre position, pour tel ou tel, pour votre projet. Parce que ça, rares sont ceux qui vont le faire ou ceux qui le font, ils ont tendance à le regretter assez vite parce que la population va leur tomber dessus. Demandez-leur, en revanche, plutôt si, ils sont d'accord pour que vous accompagniez, dans une démarche de mise en adéquation de votre projet avec le territoire. Voilà. C'est, un peu subtil, mais ils prennent pas une délibération pour et contre le projet. Ils peuvent dire: «Bah, écoutez, oui, si vous venez sur notre territoire, regardez notre territoire, voyez ce que vous pouvez faire et on en rediscute», hein. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que s'ils sont, heu, interpellés par leurs administrés, ils pourront toujours dire: «Beh, il y a aucune décision qui est prise, on n'en est pas là. Pour l'instant, il y a des études de faisabilité», donc c'est aussi les aider, hein. Il faut vraiment aider les élus à se protéger parce qu'ils vont être attaqués. De toute façon, ils vont être attaqués. Tout ce que je vous ai écrit là, tout le monde en prend, pour son grade, hein, actuellement, c'est une attaque systématique de tous les acteurs qui sont liés au projet, heu, donc tout le monde va être attaqué, donc il faut le savoir. Ça, c'est vraiment, alors c'était vrai depuis longtemps, mais là, c'est systématique. Voilà, c'est ça la nouveauté, c'est que ça devient systématique et je pense que très rares sont les projets qui, ne subissent pas ce genre de au minimum de questionnement. Alors les solutions pour réussir, parce que là je vous ai décrit un tableau, somme toute, assez pas forcément très, très positif, hein, j'en profite là, donc allez vous mettre les slides à disposition. Oui, on a un enregistrement du webinaire, donc je le mettrai, sur notre chaîne YouTube et vous allez recevoir le lien, dans quelques temps, vous l'aurez, oui. Et ça marche aussi avec l'éolien, ce que je disais bien sûr. Oui, c'est vrai que, ce qu'on voit pour ce que je dis, c'est quasiment vrai pour tous les projets, les projets d'énergie renouvelable, mais aussi les autres projets d'installation, on voit bien qu'il y a les mêmes réflexes, voilà. Alors les solutions pour réussir, donc il y en a il y a deux grandes approches. Donc là, on n'est pas encore, sur, se dire: «Est-ce qu'il faut faire de la concertation ou pas?» On est déjà sur, l'analyse, qui préalable, et qu'il faut faire, excusez-moi, très, très vite, parce que les choses bougent vite. Donc avant que tout le monde sache que vous arrivez sur le territoire et sachez quand même que de tous les projets, la plupart du temps, il y a une sécurisation foncière et du fait qu'il
qu'il y a une sécurisation foncière, bah, déjà sur le territoire, ils se parlent de votre projet, voilà, en bien ou en mal. Donc, sachez-le, hein, ça c'est une réalité. Donc il faut aller vite. Donc la première chose à faire, si on se rappelle à la règle des 50-50, c'est déjà, il faut connaître l'acceptabilité de son projet. Donc ça je l'avais fait dans un webinar précédent qui expliquait comment on évalue l'acceptabilité potentielle de son projet. Donc il existe des approches qui permettent déjà de se faire une idée très rapidement, hein, ça demande 1 heure, hein, une demi heure, 1 heure pour savoir, notre projet, comment il risque d'être perçu par le territoire, hein. On parle pas de la qualité intrinsèque du projet, on parle de la façon dont le projet risque d'être perçu par le territoire, la probabilité de perception par le territoire, du projet. Donc si on est mal perçu ou bien perçu, c'est pas tout à fait la même chose, hein, vous comprendrez bien, quoi. Et aujourd'hui donc c'était, plutôt de mettre l'accent sur, le territoire en tant que tel, puisque je vous expliquais, précédemment comme les outils de cartographie des parties prenantes qui ont toujours le mérite d'exister, hein, et c'est important de savoir à qui on a affaire, mais il y a des nouveaux acteurs, et qui, eux, vont être déclenchés ou enclenchés plus exactement par rapport à la sensibilité du territoire. Donc il faut analyser cette sensibilité du territoire, qui va, permettre d'anticiper le risque de contestation, qu'on va avoir, puisqu'en fin de compte, la première solution, pour bien préparer son projet, pour bien réussir, c'est faire une analyse de risque. Et une analyse de risque, donc qui va porter sur la probabilité de perception favorable du projet. Donc là, c'est plutôt la première partie donc avec, que j'avais présentée la dernière fois, heu, qui permet d'avoir des points de vigilance. Ah oui, mon projet est un projet, perception, probabilité de perception favorable faible, donc c'est-à-dire qu'il risque d'avoir des problèmes. Donc où sont les leviers? Où sont mes points de vigilance? Qu'est-ce que je dois travailler pour une meilleure appropriation locale? Donc là, on est bien d'accord, on n'a pas parlé de réunion avec qui que ce soit, de concertation ou quoi que ce soit. On est juste déjà en train de faire une analyse, du projet. Donc on est bien dans les phases amont, c'est-à-dire étude de préfaisabilité, de faisabilité. Vous avez encore de la marge de manœuvre, vous avez encore des degrés de liberté. Vous pouvez réfléchir, en tant qu'ingénieur, vous pouvez partager ça dans l'entreprise, avec les partenaires. Vous pouvez faire une analyse, de risque, interne et dire: «Quels sont les éléments du projet, les options du projet pour lesquelles peut-être il est urgent de ne pas les éliminer tout de suite», hein. Donc c'est souvent, on s'aperçoit, qu'il est urgent de pas fermer trop de portes, dès le début. Bien évidemment, on peut pas faire un projet avec 20 scénarios, donc il faut fermer des portes, mais il faut savoir lesquelles on ferme et surtout lesquelles on garde en réserve, parce que c'est toujours, ça coûte beaucoup plus cher de réouvrir une porte, de faisabilité, une hypothèse de faisabilité qu'on avait fermée, 2 ans, 3 ans d'étude de faisabilité, de la réouvrir, si on est devant trop de contestations, plutôt que de la laisser entrouverte. Ça coûte moins cher de laisser la porte entrouverte. Donc ça, c'est le premier volet des choses à faire et le deuxième volet, c'est, d'évaluer la sensibilité du territoire pour faire cette analyse de risque et on va croiser, une probabilité de perception favorable et une sensibilité territoire et ça va vous donner, un état des lieux, de dire dans quoi vous vous engagez, à quoi vous allez avoir, affaire. Donc, je vous montre juste un exemple, hein, c'est donc, la résultante en haut de l'analyse de l'acceptabilité potentielle. Donc là, c'était un projet qui avait une probabilité de perception favorable, assez basse, hein, donc, pastille rouge. La sensibilité du territoire, donc, elle est qualifiée elle peut être qualifiée par des indicateurs spécifiques, qui sont par exemple des niveaux d'enjeu de sensibilité, qui vont être analysés par, le cadre de vie, du territoire. La gouvernance locale aussi, la solidité de la gouvernance locale. On peut regarder, la façon dont les conseils municipaux, travaillent, réagissent, se manifestent par rapport à tel projet et surtout quelle est la capacité des élus à résister à la population. Et puis la capacité de mobilisation, ça, il faut le faire, aux échelles très, très locales de la commune, mais aussi aux échelles, des communes voisines, aux échelles intercommunales, départementales, régionales, parce que la contestation, c'est une question de chambre de résonance, hein. C'est-à-dire qu'on a vu avec Notre-Dame-des-Landes qu'on est parti de zones humides, non connues, et qui étaient connues internationalement et pour ça, il faut que
il faut qu'il y ait une chambre de résonance, il faut qu'il y ait une chambre d'écho, et ça peut pas se faire, ça peut pas se faire uniquement à l'échelle locale, voilà. Donc vous faites une analyse de risque, vous avez des points de vigilance, vous avez des leviers pour la population locale. Donc par exemple, on peut identifier le paysage, l'environnement, la gouvernance et vous mettez en place une stratégie d'acceptabilité et la stratégie d'acceptabilité, elle va dépendre bien évidemment du couple projet, territoire. Il ne s'agit pas de reproduire, ce qu'on croit être des recettes, d'un projet à l'autre, hein. Donc certains développeurs viennent me voir en me disant: «Bah, écoutez, sur un projet, on avait utilisé le financement participatif, ça a super bien marché, puis là, on a voulu le mettre en place et ça marche pas» et oui, parce que, le couple projet-territoire est unique. Le projet, peut être le même projet de partout, mais le territoire est différent. Donc ce que j'appelle le couple projet-territoire, lui, est unique et doit être qualifié, rapidement pour éviter de faire des bêtises, hein, en fin de compte, hein. Parce que quand on commence à annoncer publiquement des éléments et que ça ne marche pas, ça devient tout de suite plus compliqué, quoi. Donc dans la stratégie d'acceptabilité, bah, il y a des ingrédients. Là, je vous ai mis des ingrédients, hein, c'est analyse de risque, ce ne sont pas des recettes, hein, justement, ce sont des ingrédients. Donc, est-ce qu'il faut mettre un comité de pilotage? Est-ce qu'il faut faire des enquêtes? Est-ce qu'il faut faire des permanences, j'appelle exposition d'information et de dialogue? Est-ce qu'il faut mettre en place un livret de liaison, de dialogue? Voilà, donc il y a des outils, des ingrédients qui existent. Je pense que maintenant, on a à peu près, grosso modo, on sait à peu près tous les ingrédients, qui fonctionnent, sauf qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils fonctionnent, voilà. Enfin, qui peuvent fonctionner plus exactement, sauf qu'on ne sait pas quand ils fonctionnent et c'est là toute la difficulté, parce que je le répète, ça va fonctionner en fonction de l'interaction entre le projet et le projet de territoire. D'où l'importance, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce webinaire, d'où l'importance d'aller très, très, très rapidement sur une analyse, du projet dans son potentiel d'acceptabilité et du territoire, pour avoir un 1er regard, une première analyse de risque, pour savoir, je le répète, où sont vos points de vigilance. Donc point de vigilance, bah, ça veut dire, on fait attention, hein, donc c'est déjà bien de faire attention, c'est très, très, très bien en termes d'acceptabilité. Les leviers, donc là, c'est encore mieux, mais déjà les points de vigilance, c'est très, très bien et quand on dit point de vigilance, ben, on se dit: «Ouh là, attention, peut-être que là, on a un sujet, gouvernance locale qu'on n'avait pas forcément vu. Il faut peut-être pas fermer la porte, du de l'entrée au capital éventuellement des collectivités ou des choses comme ça, quoi». Sans forcément le proposer, mais le mettre de réserve, de regarder en interne si financièrement le projet il tiendrait le choc, enfin voilà, de faire une analyse, une nouvelle analyse de faisabilité ou faire pendant l'analyse de faisabilité avec un ingrédient complémentaire, su plus que supplémentaire, qui est donc la problématique d'acceptabilité. En fin de compte, c'est mettre des ingrédients nouveaux dans les études de préfaisabilité, dans les études de faisabilité, pour être sûr qu'on va bien atteindre l'objectif. Alors pour illustrer tout ça, je vous fais part d'un retour d'expérience, hein, donc c'est un projet, photovoltaïque, au sol. Alors je vous montre le début et la fin. Puisque le début, on était c'était un projet, qui devait, qui passe par de la déforestation, puisque là, on n'est pas dans de l'agrivoltaïsme, mais bien dans l'installation sur du milieu naturel. Donc une pétition en ligne, sur, mesopinions, .org, je suppose. Donc avec, 34 000 signatures sur Stop à la déforestation pour des parcs photovoltaïques qui était donc brandi autour du projet. Donc c'est un projet qui a pris la précaution, c'était porté par une commune là pour le coup, donc avait demandé aux développeurs de prendre en compte la dimension acceptabilité. Donc il y a eu, déploiement, des approches que je viens de vous présenter, d'analyse du projet, l'analyse du territoire, de voir où étaient les points de convergence, les points de divergence. Et là, on s'est aperçu qu'on n'avait pas le choix que d'autre choix que d'associer la population à la discussion. Donc, il y a eu une mise en place d'un comité de pilotage. Il y a eu élargissement de la réflexion. Donc, on le voit là sur cette photo. Il y avait des panneaux qui ont été mis. Donc, il y a eu des permanences pour informer de marchait le dialogue, le projet, qu'est-ce qu'il voulait faire, quels étaient les ingrédients, aussi bien en termes de technique, en termes de financement participatif, par exemple, avec beaucoup de questions et pas forcément des affirmations. Bon, ça a duré longtemps. Heu,
en plus, il y a eu la covid en plein milieu, donc ça a beaucoup ralenti. Mais le résultat des courses, c'est que là, vous avez, une photo, donc c'était il y a 1 an à peu près, bah, oui, un peu plus d'1 an, en novembre 2021, il y a eu une réunion publique. Donc la réunion publique, conseille ne jamais, 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 jamais démarrer quoi que ce soit par une réunion publique, hein. C'est fini, c'est trop dangereux, c'est fini, quel que soit le projet. Heu, donc l'idée c'est d'arriver à construire un dialogue, et bien évidemment, que toutes, les démarches, les discussions, ont été sur, heu, il y a de la déforestation, donc comment on va faire pour justement, Heu s'il y a une parcelle qui n'a plus de forêt, comment on va faire sur le territoire, pour participer à la compensation, hein, de forêt? Puisque bien évidemment, quand il y a déforestation d'un côté, il faut, obligatoirement, compenser, et donc il y a eu plusieurs idées qui ont émergé avec la population donc il y a pas une seule solution, qui a été, discutée. Et on est arrivé à un point, où les choses, ont été dites calmement, aussi bien les opposants, qui étaient là, qui se positionnent, qui sont pas d'accord. Je vois que dans la salle, là, il y a des gens qui sont pas d'accord avec l'idée de déforestation. Donc le maire, lui, qui était un maire très, enfin très engagé, sur, justement l'énergie, et justement de faire très, très attention avant toute chose avec les économies d'énergie. La première chose à faire, c'est les économies d'énergie. La deuxième chose à faire, c'est il nous faut plus d'énergie, décarbonée. Comment on fait? Est-ce qu'on va que donc il posait la question, hein: «Est-ce qu'on va, remettre de nouvelles centrales nucléaires, dans la région?» Est-ce que voilà, donc c'était un débat, très, très, très ouvert. Donc là, pour le coup, il y a eu concertation, hein. Quelqu'un disait écrivait tout à l'heure concertation. Oui, là, pour le coup, il y a eu concertation, mais c'est une concertation qui a vraiment été, structurée, préparée, qui était très ouverte, où, les éléments n'étaient pas figés. Là, je vous le montre pas, mais il y a eu une évolution, très, très importante de l'emprise du projet. Donc c'était une emprise, assez, sous bloc, hein, comme la plupart des projets de PV au sol, qui s'est terminé par l'aménagement d'un corridor écologique, entre différentes, sous-parcelles pour, justement, faciliter le la le déplacement des espèces qui avaient été identifiées comme des espèces, à protéger. Voilà, donc il y a eu un vrai travail d'appropriation locale, parce que les gens ont participé donc à la construction, pas à la construction matérielle, mais au développement de de ce projet. Et ça a été permis, par le fait qu'il y a eu une prise de conscience par la collectivité et par le développeur que le projet en l'état n'était pas en adéquation avec le projet, avec le territoire, pardon. Ça, c'était la 1re prise de conscience, c'est, il faut bien vérifier si son projet est en adéquation avec le territoire, il n'arrive pas comme si je peux me permettre l'expression, comme un cheveu sur la soupe, voilà. Et après un travail assez important de dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut aménager? Comment on peut faire évoluer les choses?» Et pas le faire tout seul, parce que, tout seul, bah, ce n'est qu'un regard d'élu ou qu'un regard d'ingénieur, mais c'est pas un regard citoyen. Alors l'idée pour avant de terminer, donc en fin de compte, il y a, la nouveauté, c'est qu'il y a une complexité de l'appropriation locale. Pourquoi? Parce que, là j'ai pris, l'exemple ça, ce sont des revendications, plutôt de méthanisation. Donc à gauche, vous avez le porteur de projet qui se retrouve au milieu d'un labyrinthe avec des parties prenantes multiples, de plus en plus, concernées, hein. Donc, il y a celles dont c'est le métier, les services de l'État, par exemple, préfecture, le CSRPN, c'est des PNAF, mais aussi il y a les élus, donc, que ce soit au niveau de la commune, Comcom, la région, le département. Il y a les organisations territoriales, protection de l'environnement ou acteurs économiques, l'agriculture, parcs naturels, les riverains, les habitants, les associations, avec des questions multiples
qui sont légitimes, hein. Pour la méthanisation, c'est la question des intrants. Est-ce que c'est des intrants agricoles, ou autre origine? Le bruit, modèle agricole, la gouvernance, paysage. Donc le développement des projets d'énergie renouvelable vient, est questionné. Est questionné et donc c'est des revendications multiples ou des questionnements multiples plutôt, parce que c'est pas toujours des revendications, ça peut être des questionnements multiples, des cibles multiples, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, rappelons-le, hein, il n'y a pas que la question du côté technique du projet, le portage du projet est questionné, la relation au territoire est questionnée, les interlocuteurs sont multiples, aussi bien donc structurés que pas structurés. Les habitants, ils ne sont pas toujours structurés, des fois ils se structurent. Les services de l'État sont structurés, mais de temps en temps plus ou moins bien. Il y a des départements pour lesquels il y a des pôles ENR, pôles d'énergie renouvelable, d'autres dont il n'existe pas. Des interlocuteurs changeants. Par exemple, les élus peuvent facilement ne pas résister à la pression, ou ne pas se rendre compte que quand ils veulent porter un projet, mais ils ne se rendent pas compte justement qu'ils n'ont pas forcément le mandat, enfin ils l'ont, réglementairement ils l'ont bien sûr, mais ils l'ont pas du point de vue de la perception de leurs administrés. Donc on est dans des systèmes vraiment très, très, très complexes. L'avantage ou la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir assez rapidement et on ne s'en sort pas au détriment des uns et des autres. C'est ça qui est important, c'est que la bonne façon de travailler, c'est de vraiment de rechercher, la mise en adéquation. C'est le terme que j'utilise, c'est la mise en adéquation du projet avec le territoire, de ne pas vouloir passer en force, de ne pas vouloir, sous prétexte qu'on est dans une période de crise énergétique, de dire: «On va faire comme ça et c'est pas autrement». Non, ça marche pas et de toute façon, enfin, ça marche pas parce que les gens sont pas d'accord et je pense qu'ils ont raison de pas être d'accord. Mais en tous les cas, il faut arriver à trouver ce juste milieu et ce juste milieu ne peut être trouvé que si on prend en compte cette dimension, sociétale différemment et pas le prendre comme quelque chose qui vient, alourdir le projet, mais c'est vraiment une re enfin, c'est un levier très fort de considérer, la démarche, d'acceptabilité, c'est de voir le projet, le territoire complètement différemment. On ne cherche plus à s'imposer, on cherche à être là, pour longtemps, dans de bons termes avec le territoire. Mais on le fait tout de suite. Au lieu d'attendre 2 ans, 3 ans, que les tensions existent, que les choses, se passent mal et après on dit: «Ah oui, peut-être qu'on aurait dû faire comme ça». Non, on le fait tout de suite, on gagne 2 ans. Voilà, on le fait tout de suite, on gagne 2 ans, très, très rapidement, hein, ça j'ai des retours d'expérience là-dessus, ça permet d'aller, très vite. Mais il faut travailler différemment. Il faut travailler différemment et le travailler différemment, bah, la responsabilité, c'est celui qui veut développer le projet, hein. C'est pas aux habitants, de faire des efforts, heu, ils en feront des efforts parce que si on va vers, si la stratégie après l'analyse de risque montre qu'il faut aller vers de la concertation, bah, et s'ils veulent faire de la vraie concertation, les citoyens vont être obligés de s'engager, vont être obligés entre guillemets «de travailler». Mais, on n'en est pas là au début, c'est vraiment aux porteurs de projets, que ça soit des élus ou des développeurs, qui fassent ce travail, amont, qui ne représente pas grand-chose, hein, en termes d'efforts à faire par rapport à tout le reste, mais qui fait au bon moment, très rapidement, permet de conserver, de bonnes relations avec le territoire et que les choses avancent tranquillement, calmement, d'une façon apaisée et d'aller plus vite en fin de compte. Parce que plus il y a de gens qui sont impliqués dans la réflexion, ça peut paraître lourd au début, mais on gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Bon, je pense que j'ai été très long, désolé. Donc, l'idée donc, on a bien vu dans tout ce que vous avez évoqué comme projet, qu'on était sur des projets, qui sont bien de production, d'énergie renouvelable, hein, donc du photovoltaïque, de l'éolien, de l'agrivoltaïsme, de la méthanisation. Je crois qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des expressions citoyennes qui disent: «Oui, mais là, on ne comprend pas, pourquoi on va utiliser des milieux naturels, pourquoi on va utiliser des milieux agricoles». Là, j'ai pas mis les enjeux, en termes de production d'énergie décarbonée, mais bon, c'est assez gigantesque et il va bien falloir, trouver, la façon de positionner dans l'espace français les différentes unités de production d'énergie non carbonée. Ça, il y a un vrai challenge là-dessus, donc j'attends comme beaucoup la loi d'accélération de l'énergie renouvelable qui, a priori, a prévu une sorte de, je ne sais pas si c'est planification, le terme qu'il faut utiliser, de comment on organise, par rapport au territoire la
l'arrivée des énergies renouvelables, parce on est bien d'accord qu'il y a là où il y a du vent, bah, les développeurs éoliens vont arriver. Là où il y a du soleil, c'est plutôt les développeurs solaires, mais il faut quand même de l'articulation, il faut quand même qu'il y ait une coordination, là-dessus sur l'arrivée sur le territoire. Mais en attendant, on peut travailler différemment, aller à la rencontre du territoire, connaître son projet en termes d'acceptabilité et trouver, les bons chemins. C'est des chemins, en fin de compte, qu'il faut trouver, pour aller vers quelque chose d'apaisé. L'objectif, c'est d'aller rapidement vers quelque chose d'apaisé et quand c'est apaisé, il y a de la confiance qui se crée, les gens discutent, plus facilement et les projets vont beaucoup, beaucoup plus vite, je le répète. Donc, avant de, répondre peut-être à vos questions, n'hésitez pas, hein, donc je remercie les personnes qui recherchent de l'information, donc vous pouvez m'envoyer un mail pour continuer la discussion. S'il y a des personnes qui ont des cas, particuliers, qui se trouvent devant des difficultés ou qui anticipent des difficultés, de démarche projet, bah, vous n'hésitez surtout pas, du fait que vous êtes inscrit au webinaire, j'accorderai, 30 minutes d'échange et comme c'est écrit, avec 30 minutes d'échange, vous pouvez gagner plusieurs mois et ça je vous garantis, que de bien démarrer un projet par rapport à son territoire, c'est vraiment on gagne vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et quand je dis bien démarrer, je suis pas une agence de com, hein, on est vraiment sur un travail de fond, sur la mise en adéquation de son projet avec le territoire. Donc vous avez, à l'écran, je crois, des boutons, cliquez ici pour prendre rendez-vous. Vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas, hein, je suis prêt à accorder à celle ou celui qui le souhaite, 30 minutes pour qu'on échange, rapidement sur votre projet et qu'on trouve ensemble des solutions. Alors, les citoyens ne vont pas être obligés de travailler, ils veulent au contraire être entendus, être pris au sérieux, voir s'investir, ils ne veulent pas être, voilà. Vous avez tout à fait raison, Agnès, c'est exactement ça. Donc, vous avez raison. En revanche, je préfère être très sincère. Je m'aperçois, que dans ces démarches où il faut qu'il y ait une vraie écoute, une vraie prise en compte de la parole, un vrai respect de la parole, il faut, obligatoirement qu'à un moment, il y a une zone de dialogue qui se mette en place et quand je dis travailler, c'est que la zone de dialogue, elle se travaille, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, en tous les cas, il faut dans un moment, il faut prendre du temps, ne serait-ce que de venir rencontrer, les uns les autres, c'est prendre du temps. Donc c'est ça, quand on dit travailler, c'est faire des choses en plus de ce qu'on a à faire tous les jours, et on peut pas, on est obligé d'être dans quelque chose d'interactif, et donc ça prend du temps. C'est pour ça que je me permets le terme «travailler», parce que l'écoute, la prise en compte des paroles des uns et des autres, le respect de la parole des uns et des autres, ça c'est vraiment beaucoup de temps, aussi bien du côté de porteurs de projets, que du côté des citoyens. Ben voilà, Agnès, on est d'accord, c'est très bien, on est d'accord qu'il faut du temps, une véritable écoute et ça, bah, ça demande, ça demande du temps et donc une sorte de travail. Alors je sais pas si c'est pas un travail au sens rémunéré du terme, mais sens de travail. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Donc en conclusion, heu, ça se complexifie, ça c'est une réalité parce que voilà, il y a des gens comme Agnès qui n'ont pas envie d'être là, laissés, sur le chemin et ne rien pouvoir dire. Il faut accélérer, la production d'énergie, non carbonée, tout en faisant beaucoup d'économies d'énergie, hein. On a des on a des plans de travail là pour faire des économies d'énergie qui sont, complètement gigantesques, spectaculaires, hein, c'est 33 à l'horizon 2050, c'est demain, de réduction des consommations d'énergie. Donc là, les élus, savent plus trop par quel bout prendre la problématique, donc on est vraiment sur des challenges très, 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 très forts. Donc il faut, pas faire n'importe quoi, il faut aller vite et pas faire n'importe quoi. Donc là, il faut travailler, probablement, différemment, bah, pas probablement, sûrement différemment et cette complexité, en fin de compte, si on la prend en compte,
on se facilite la vie, voilà. C'est ce que c'est ça sera mon mot de la fin, c'est si on accepte voilà, si on parle d'acceptabilité, si on accepte la complexité de mettre un projet en adéquation avec son territoire, et ben, en fin de compte, on gagne du temps et on va très vite. Écoutez, si, il n'y a pas d'autres, questionnements, d'autres remarques, il me reste à vous souhaiter, hem, y a-t-il une sorte de moulinette automatique pour rendre un projet acceptable? Alors il y a des moulinettes automatiques, ça, nous on en développe, mais elles sont pas là pour rendre un projet acceptable. Elles sont là pour aider le porteur de projet à faire son analyse de, comment il peut rendre son projet acceptable. Mais oui, les moulinettes existent pour aller très vite. Et pour justement voir, comment on peut travailler le projet. Alors à terme, c'est ce que vous dites, c'est rendre acceptable, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne terminologie, mais moi je préfère dire le mettre qu'il soit en adéquation avec le territoire, mais si ce que vous voulez dire, oui, les moulinettes existent, ouais. Mais il y a pas que ça, hein, il y a aussi de la prise de conscience par le développeur d'éléments qui vont être issus des moulinettes. Écoutez, merci à toutes et à tous, hein. Je vous souhaite, une bonne fin de journée, de bonnes fêtes de fin d'année et puis, je le répète, n'hésitez surtout pas à prendre contact parce que je peux vous le dire, ça se complexifie sur le territoire, c'est de plus en plus, compliqué, tendu et les premiers pas sont très, très, très importants. Les premiers pas d'un projet sont très, très importants et peuvent vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Eh bah, écoutez, je reste à votre disposition. Bonne, journée à toutes et à tous et je le répète, bonne fête de fin d'année.